Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre activité du Cercle de presse. Aujourd'hui, nous recevons notamment Bernard Tremblay, qui est président, directeur général de la Fédération des cégeps. J'ai à mes côtés aussi, tout d'abord, M. André Gobeil, qui est directeur général du cégep de Chicoutimi, Mme Josée Ouellette, qui est directrice générale du Collège d'Alma, M. Gilles Lapointe, directeur général du cégep de Saint-Félicien, et Reynald Thibault, directeur général du cégep de Jonquière. Merci à vous tous d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Alors, il sera notamment question de l'avenir des cégeps qui célèbrent cette année leur 50e anniversaire. Avant de passer à la période des questions, on va commencer par une allocution de M. Tremblay. Par la suite, ça va être la période des questions. Donc, la parole est à vous. Merci, Mme Blackburn. Merci à vous tous et à vous toutes donc, de m'accueillir. Comme je m'apprêtais à le dire, je suis un Tremblay, mais malheureusement pas du Lac-Saint-Jean, mais on sait qu'on est tous issus de la même souche. Alors, évidemment, je me sens quand même un peu en terrain connu et en terrain familier. Alors, je suis très heureux d'être ici, évidemment, avec mes collègues donc, des cégeps de la région. Vous savez, je me fais toujours un devoir de visiter les cégeps, mais il y a 48 cégeps au Québec, alors on ne peut pas être partout en même temps. Alors, des occasions comme celle-ci, elles sont précieuses pour justement être capable de présenter les enjeux des cégeps. Évidemment, le réseau collégial public, je viens de le mentionner, comporte 48 établissements d'enseignement supérieur et c'est intéressant, alors qu'on fête donc notre 50e anniversaire, de se rappeler qu'on est en fait une réalisation de la commission parents et qu'à ce titre-là, il y avait des objectifs à l'époque, évidemment, de positionner l'enseignement supérieur partout au Québec, mais aussi de faire des cégeps ce que la commission parents appelait la chose de son milieu. Alors, j'y reviendrai parce que c'est une caractéristique importante du réseau collégial sur lequel, je pense, on ne met pas assez d'emphase. Et ça nous permet évidemment de rappeler que les cégeps ont un rôle évidemment important au plan culturel, au plan social, mais aussi au plan de l'économie régionale. Et je pense que vous pouvez, mes collègues pourront en témoigner durant la période de questions. Donc, tout en faisant partie d'un grand réseau qui favorise donc la cohésion de l'enseignement et des actions, les cégeps sont directement branchés sur les besoins de leur population et des entreprises. Et je pense que c'est intéressant de prendre le temps de se rappeler, comme nous le faisait remarquer lors de notre congrès du 50e anniversaire en novembre dernier, M. Guy Rocher, le dernier survivant de la commission parents, 93 ans, qui est, évidemment, je vous invite à aller sur notre site, vous pouvez voir son allocution, c'est un bijou. Il nous rappelait donc, évidemment, tout le cheminement de la commission parents. Et on peut se dire que c'est vraiment, comment dire, le geste de visionnaire que l'aboutissement donc de cette commission parents-là et la transformation de notre réseau de l'éducation. Et 50 ans plus tard, on peut dire fièrement que les cégeps sont un succès et un avantage pour le Québec. Et là, je me permettrai de citer M. Couillard qui me disait à quelques occasions, vous savez, les cégeps, c'est une des plus belles innovations que le Québec a produites. Alors, je pense que c'est un mot qui a son sens. Et on a, comme je le disais, plusieurs réalisations à notre actif qu'il est bon quand même de se rappeler. D'abord, on a pu démocratiser l'accès à l'enseignement supérieur, alors que nous vivions, il y a 50 ans, un retard de scolarisation important. Nous étions un des peuples les moins scolarisés en Occident, il faut se le rappeler. Les cégeps ont aussi, par leur présence dans toutes les régions, assuré une vitalité, une dynamisation de chacun des milieux. Et là aussi, on en a des preuves concrètes. Hein. Je lisais encore récemment, vous avez dû le lire aussi, l'étude de M. Michel Perron de la région, qui rappelait l'impact de la présence d'un cégep sur la diplomation au secondaire. Alors, c'est un effet d'entraînement qui dépasse évidemment le niveau collégial. Grâce au cégep, le Québec présente aujourd'hui le plus grand nombre de diplômés postsecondaires au Canada. 50 % de nos jeunes ont un diplôme postsecondaire, alors qu'en Ontario, on parle de 30 %. Après 50 ans, vous le voyez sur la bannière, c'est 2 millions de diplômés que les cégeps ont permis donc d'amener sur le marché du travail. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, bon, évidemment, c'est bien de se rappeler le chemin parcouru, mais c'est aussi pour parler des enjeux qui nous toucheront tous et pour lesquels, évidemment, j'aimerais vous entretenir dans les minutes qu'il me reste. Évidemment, on pourra, dans la période de questions, élaborer et je pense que mes collègues des directions générales de la région peuvent vraiment vous parler d'enjeux très spécifiques et des enjeux aussi généraux à l'ensemble de la province. Et ça nous fera plaisir donc d'en discuter avec vous. Mais c'est sûr que la Fédération, avec les cégeps, a ce mandat-là, donc de vraiment positionner les enjeux qui concernent l'enseignement
l'enseignement supérieur, tant au niveau national, au niveau régional, auprès du gouvernement, auprès des acteurs socio-économiques, auprès des médias et de la population, parce qu'il y a une prise de conscience, je pense, qui est importante de faire à ce stade-ci, alors qu'on vit des transformations importantes. En 1969, les cégeps se sont donné donc une voix qui s'appelle la Fédération des cégeps. Alors, un regroupement qui vise justement à discuter des enjeux, à échanger les expertises. La Fédération des cégeps, c'est un regroupement de direction générale, mais aussi de l'ensemble des gestionnaires du réseau collégial, ce qui permet vraiment de bâtir des expertises et de les partager, comme je le disais, à l'ensemble de la province. C'est là toute la force d'un réseau. De la même façon qu'un étudiant peut suivre un programme d'études similaire dans un cégep comme Jonquière ou Saint-Félicien ou Annecy ou Abitibi-Témiscamingue, les cégeps s'échangent au sein donc de la Fédération des expertises, que ce soit en matière de pédagogie, en matière de bien-être des étudiants, en matière de financement, quant à l'arrimage avec les besoins du marché du travail, que ce soit par rapport à la recherche et l'innovation. Parce qu'on oublie des fois, malheureusement, comment les cégeps sont actifs au niveau de la recherche et comment ce sont des acteurs importants dans le domaine de la recherche appliquée en particulier pour le Québec. Donc, parlant de recherche, vous me permettrez de faire un petit clin d'œil au fait que la région va accueillir prochainement le congrès de l'ACFAS. Il y aura près de 15 communications qui seront présentées par des chercheurs de cégep ou de centres collégiaux de transfert technologique. Alors, c'est quand même là aussi un fait à souligner. Souvent, on nous parle, moi, il m'arrive évidemment d'écouter l'émission à Radio-Canada là, des années-lumière, et il y a souvent des reportages, on n'est pas toujours conscient que c'est de la recherche collégiale, mais il y a souvent des reportages qui portent sur des réalisations, donc, de la recherche collégiale. Donc, je vous dirais, quand on regarde notre réseau, et avant de parler vraiment des enjeux, j'aime dire, moi, que le réseau collégial, c'est un grand réseau, mais de petits établissements. Et ce que ça apporte comme constat, c'est l'idée que nous avons gardé toute l'agilité qui est propre aux petites organisations. Et cette capacité d'être vraiment branché sur notre milieu et de répondre rapidement aux besoins du milieu. Mais du même souffle, on s'est donné, entre autres par la Fédération, le moyen de mettre en commun, de partager l'expertise, de faire en sorte qu'on puisse partager des économies d'échelle du fait que les 48 cégeps participent à nos instances et adoptent normalement des positions qui sont assez fortes et je dirais, pour la plupart du temps, tout à fait consensuelles. Donc, on a cet équilibre, je dirais, entre cette mise en commun, ce travail d'équipe et aussi la capacité d'agir très proche du milieu et avec beaucoup d'agilité. Donc, puisque la Fédération parle au nom des cégeps, je vais me pencher donc dans les prochaines minutes sur les enjeux qui, selon moi, là, et selon nous, parce qu'on en parle évidemment abondamment dans nos instances, vont être au cœur de défis des prochaines années dans chacune des régions du Québec. Je le disais, les cégeps, c'est des acteurs importants de développement. Nous avons donc participé au cours des 50 dernières années à hausser le niveau de compétences des Québécois et on a amené donc vraiment le Québec, je pense, à une autre étape. Mais les défis qui s'annoncent sont quand même inquiétants si on ne les regarde pas en face et si l'on n'est pas en mesure de trouver des réponses appropriées. Et le premier défi, puis ça, bien, je pense que vous en êtes tous conscients, c'est le vieillissement de la population et c'est la baisse démographique. Selon Statistique Canada, la population de 15 à 64 ans diminue constamment, pendant que celle des 65 ans et plus continuera d'augmenter. Concrètement, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, cela veut dire évidemment moins de jeunes pour remplir les classes des cégeps et une pénurie de main-d'œuvre pour les entreprises et les organismes. C'est un phénomène que connaissent toutes les régions, mais si on regarde la situation ici, je pense qu'on peut se dire qu'il y a une préoccupation particulière à avoir. Pourtant, les entreprises ont un besoin crucial de main-d'œuvre, en particulier celle qui est formée par les cégeps. Et ça aussi, je tiens à mettre un petit peu l'emphase là-dessus, puisque d'ici 2024, selon les données d'Emploi Québec, c'est 46 % des 240 000 nouveaux emplois au Québec qui demanderont une formation collégiale technique. C'est donc 110 000 nouveaux emplois qui exigeront une formation donnée au cégep. Et là, évidemment, on ne parle pas des formations universitaires qui transitent aussi par les cégeps. Si on regarde les données de la dernière année, 90 000 emplois créés au Québec, 81 % de ces emplois-là requéraient un niveau de formation de niveau collégial ou supérieur. Et quand on regarde le marché de l'emploi au Québec, la proportion des emplois qui requièrent un niveau collégial ou supérieur est passée de 35 % en 1987 à 47 %
en 2017. Alors, il y a une tendance. On s'en va vers une économie du savoir, c'est clair. Il y a donc un enjeu important de ce côté-là. Donc, encore faut-il être capable, nous, comme Cégep, d'accueillir donc et de former suffisamment de ces futurs travailleurs pour être capable de répondre aux besoins du marché du travail. Selon les prévisions les plus récentes de notre ministère, le nombre d'étudiants dans les cégeps devrait connaître une hausse de 13 % entre 2016 et 2026, mais dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle d'une hausse de 2 %. Donc, il y a vraiment un défi qui est particulier, je pense, à la région, et il faut se le dire. Donc, dans ce contexte-là, on pense entre autres à la venue d'étudiants internationaux. Une solution qui peut aider, évidemment, à contrer les problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Évidemment, à ce niveau-là, il faut que le gouvernement nous donne un support pour être en mesure d'augmenter ce recrutement international, pour être capable, justement, d'avoir des services non seulement de recrutement, mais d'accueil et d'intégration, et faire en sorte que ces jeunes-là, dans certains cas, puissent rester par la suite, évidemment, dans nos établissements. Je parle en premier, évidemment, des étudiants internationaux. Vous aurez compris que ce n'est pas simplement pour un enjeu financier, c'est aussi parce que la présence des étudiants internationaux permet à des jeunes d'ici d'avoir accès à des formations qui ne seraient pas accessibles faute d'étudiants. Alors, le levier, je dirais, de l'accueil d'étudiants internationaux, il faut vraiment le voir aussi comme une opportunité pour les étudiants de la région, pour être sûr qu'ils n'aient pas à quitter la région, parce qu'on connaît tout le risque que ça représente quand les étudiants quittent la région. Des fois, ils ne reviennent pas. L'autre élément aussi, c'est que la présence d'étudiants internationaux qui choisiraient par la suite de demeurer dans la région, bien, ça ajoute évidemment à la population de la région, et je pense que ça serait, on va l'admettre, une opportunité importante. Et au-delà de tout ça, c'est aussi l'attente de plus en plus évidente de la population et surtout de nos jeunes pour une ouverture sur le monde. Et cette présence de citoyens de d'autres régions du monde dans les établissements d'enseignement, c'est une source évidemment de richesse. On parle beaucoup du vivre ensemble. Bien, ça passe entre autres par cette présence-là de gens avec des profils et des bagages culturels différents. Et donc, je pense que pour faire face aux défis des prochaines années, c'est un levier important. Mais l'autre élément, et ça aussi, je pense qu'on n'en parle pas assez, c'est de se préoccuper c'est de se préoccuper dans tout le contexte de la persévérance scolaire, se préoccuper de ce passage d'un ordre d'enseignement à un autre. Vous savez, il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte que plus de garçons et de filles passent du secondaire au cégep. Comme on a le souci que les étudiants du cégep passent aussi à l'université, surtout évidemment quand ils sont dans la filière préuniversitaire. Selon les dernières données, on parle de 69 % seulement des jeunes inscrits en secondaire 5 qui passent directement au cégep. Ce qui veut dire que chaque année, c'est le tiers des étudiants détenteurs d'un diplôme de secondaire 5 qui ne franchissent pas les portes des cégeps. Comprenez-moi bien, si ces jeunes-là ont un diplôme d'études professionnelles qui est pensé pour accéder au marché du travail, ce n'est pas un problème parce qu'ils ont une qualification qui leur permet d'œuvrer dans un domaine qui correspond à un domaine où ils vont pouvoir gagner leur vie. Mais dans notre système, de terminer, on a beaucoup axé sur l'obtention du secondaire 5, ce qui était une bonne stratégie, mais je pense qu'il faut aller plus loin maintenant. Il faut aller vers ce passage-là de l'obtention du diplôme de secondaire 5 vers l'entrée au cégep, comme on doit pousser, comme je le disais, pour être sûr qu'un étudiant qui termine avec un DEC préuniversitaire poursuive ses études à l'université. Parce que la logique de notre système, c'est de terminer avec un diplôme d'études professionnelles, avec un diplôme d'études techniques ou avec un diplôme universitaire. C'est comme ça que notre système fonctionne et c'est là qu'on a des gens formés avec tout le bagage que le système a envisagé qu'il devait avoir. Donc, le décrochage au secondaire, les obstacles à l'accès au collégial, c'est des phénomènes, bon, vous savez, entre autres ECOBS, qui est affilié évidemment au CCTT affilié au Cégep de Jonquière, qui a beaucoup réfléchi là-dessus. Et il y a on le sait, il y a eu des efforts de concertation au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont exemplaires, qui ont inspiré l'ensemble du Québec. Mais je pense que aujourd'hui, il faut se dire qu'il faut aller plus loin. Il faut dépasser donc la persévérance là, associée au 5e secondaire. Là, j'ai l'impression que je parle pas assez vite, hein, c'est ça, hein? Je vais manquer de temps. Hein? Donc, ici, il y a quand même un taux de passage, je tiens à le souligner, qui est un petit peu supérieur au reste de la province. On parle de 72 % des jeunes de secondaire 5 qui passent au cégep, mais il reste quand même qu'il y a un potentiel important qu'il faut absolument regarder.
Je vais aller rapidement en disant que dans les autres défis dont je veux parler, c'est toute la transformation numérique. Vous savez, nous, on a déposé un mémoire adopté à l'unanimité, 48 cégeps, 27 recommandations. Il n'y a pas beaucoup de réseaux, je pense, qui peuvent parler d'une concertation comme ça. On l'a déposé au gouvernement. On atteint le plan d'action en enseignement du numérique en enseignement et en éducation. Et on espère que ça va faire écho à ces défis-là qu'on voit, la transformation, que ce soit de notre offre de formation, que ce soit de la pédagogie dans le contexte du numérique ou que ce soit même de notre gouvernance. Il y a toute une réflexion donc, qui doit se poursuivre et pour laquelle on a besoin de ressources parce que les défis du marché de l'emploi dans les prochaines années, je l'ai un peu évoqué, c'est le rehaussement des compétences. Le rehaussement des compétences des travailleurs, là aussi, un défi important parce qu'on a une approche au Québec qui mise beaucoup sur la formation initiale, mais nos entreprises doivent s'impliquer et on doit trouver des mécanismes pour les soutenir, pour développer la qualification des travailleurs si on veut faire face aux défis des prochaines années, puisqu'on nous dit que dans les prochaines années, la plupart des tâches vont disparaître, pas la plupart, mais une grande partie des tâches dans beaucoup d'emplois. Hein, on a déjà évoqué que 50 des emplois allaient disparaître. C'est peut-être pas les emplois qui vont disparaître, mais c'est des tâches qui vont disparaître. Donc, il faut que les gens évoluent dans l'évolution aussi des tâches que nous allons leur confier. Finalement, bien évidemment, je m'en voudrais de ne pas parler un petit peu de financement en vous disant que, vous savez, il y a les années de compression. Je sais qu'on aime bien oublier les mauvais souvenirs, mais les années de compression ont fait mal. Dans un petit réseau qui est financé en fonction du volume d'activité, hein, parce que, vous savez, en enseignement, c'est comme ça, avec les effets de la décroissance. Le réseau collégial a vécu des années très difficiles et il ne s'en est pas encore remis. Il y a eu des réinvestissements, mais globalement, depuis 2011, quand on regarde l'effet combiné des compressions, certaines étant récurrentes, et des réinvestissements, certains étant récurrents aussi, on parle depuis 2011 d'un manque à gagner de 347 millions. Alors, c'est des sommes importantes et face aux défis dont je viens de vous parler, vous savez, il y a la transformation numérique. Quand on parle d'un réseau avec 25 000 employés puis 175 000 étudiants, ça prend du monde pour la faire, cette transformation numérique-là. Bien, je pourrais vous compter presque sur les doigts de mes mains les gens qui sont dédiés à ces enjeux-là dans les cégeps actuellement, faute de ressources. Alors, il y a un défi important de ce côté-là. Et on a, évidemment, dans le cadre des consultations prébudgétaires, mis l'accent là-dessus. Évidemment, dans le cadre de la campagne électorale qui s'annonce, on a rencontré les différents partis politiques aussi pour les sensibiliser à cet enjeu-là. Et j'espère, évidemment, qu'on aura un écho favorable au cours des prochaines années parce que le réinvestissement qu'on nous a annoncé cette année, il est toujours bienvenu, mais il n'est pas à la hauteur, évidemment, des besoins qu'on identifie et qui sont vraiment importants, comme je le mentionnais. Donc, avant qu'on me coupe la parole, parce qu'on m'avait averti que Mme Blackburn pouvait être très sévère, je tiens simplement, donc, encore une fois, à souligner le fait que les 48 cégeps du Québec, je pense, sont mobilisés face aux défis. Ils sont préoccupés de ces défis-là et préoccupés surtout de trouver des solutions qui sont adaptées aux années 2018 et suivantes. On a évidemment fait un bilan de nos 50 dernières années. Il y a des belles réalisations, je l'ai dit, mais quand on se projette dans le futur, on voit les défis de taille et on pense que l'institution du cégep est encore, je dirais, un pilier important pour réaliser donc ces défis-là. Le Québec a fait le choix de l'éducation il y a 50 ans. Je pense qu'il doit refaire le choix de l'éducation et de l'enseignement supérieur 50 ans plus tard face à l'économie du savoir qui est à nos portes et aux menaces, évidemment, qui nous guettent si on ne prend pas conscience donc, de ces enjeux-là. Merci. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, première question, Jessica Normandin, des communications étudiantes de l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui, moi, ma question, en fait, c'était plus par rapport au domaine des soins infirmiers. Parce qu'avec la crise des infirmières qu'il y a eu, suite à ça, en fait, il y a une baisse qui a été remarquée du taux d'inscription. Et en fait, je me demandais si en région, cette baisse-là avait été aussi remarquée. Je peux vous dire que du côté de Saint-Félicien, effectivement, c'est remarqué. C'est même remarquable. Mais à tous égards, ce n'est pas positif, puisque le nombre de demandes d'admission a considérablement chuté chez nous pour la prochaine année. On parle de 13 offres d'admission qui ont été faites récemment auprès d'étudiantes et d'étudiants désireux de poursuivre une carrière en soins infirmiers. Même réalité à Jonquière et en Charlevoix.
situation différente cependant à Chicoutimi. On a eu une hausse chez nous de candidatures pour l'admission en soins infirmiers. Prochaine question, Caroline Labrie de Radio Énergie Rouge FM. J'aimerais vous entendre concernant, vous en avez glissé un mot, mais peut-être parmi les directeurs généraux, vous entendre concernant la formation continue, les DEP. Parce que présentement, on fait face, oui, à de la pénurie de main-d'œuvre et peut-être plus chez les garçons, ça peut être beaucoup plus intéressant d'aller chercher un métier en moins de temps qui va nous rapporter un aussi bon ou sinon un plus important salaire même que ce qu'on peut avoir à la fin d'une technique. Est-ce que vous travaillez ça? Est-ce que c'est rendu une réalité chez vous d'être un peu en compétition avec ces programmes-là? Je pense que la meilleure idée, quand arrive le temps de faire un choix d'une profession, c'est toujours y aller avec ce qu'on aime. L'idée n'est pas de porter un jugement sur le DEP ou le diplôme d'études collégiales ou le diplôme d'études universitaires. On a trop d'exemples de jeunes qui, des fois, font le choix du DEP, mais réalisent par la suite que c'est mieux de se retrouver au collégial. Ils sont accueillis, bien entendu. Il y a des expériences de passerelle aussi qui existent. Mais les enjeux actuellement qui sont sur la table, c'est vraiment de combler les besoins de main-d'œuvre. Et en ce qui concerne les programmes techniques, notamment génie chimique, génie mécanique, génie physique, il y a beaucoup de demandes d'emploi. Il y a peu d'élèves dans nos cohortes d'étudiants pour combler ces emplois-là. Donc, c'est certain qu'il y a des efforts qui sont faits pour attirer cette clientèle-là vers des formations qui génèrent des emplois dès la sortie du collégial. J'ai été longtemps en formation continue, donc moi, c'est un sujet qui m'emballe. Puis je pense on peut témoigner des 4 cégeps de la région ici. Beaucoup d'initiatives en termes de développement d'attestation d'études collégiales, parce que vous avez évoqué DEP dans votre question. Au niveau collégial, c'est des attestations d'études collégiales. Ces attestations sont développées en fonction des besoins des entreprises, en fonction des compétences spécifiques qui sont identifiées. Et c'est un levier que les cégeps ont. Donc, on est en mesure de pouvoir développer une nouvelle AEC pour répondre à une nouvelle fonction de travail. Et souvent, si le marché fait en sorte que cette nouvelle fonction de travail-là se répète avec, je dirais, avec beaucoup de volume, elle peut migrer vers un diplôme d'études collégiales. On l'a vu, entre autres, dans le domaine du jeu vidéo, en animation 3D, où on a commencé avec des attestations d'études collégiales pour finalement arriver avec un DEC. Même chose en multimédia, il y a peut-être 10 ans de cela aussi. Et ça, mais c'est une flexibilité. Tout à l'heure, Bernard parlait d'agilité. C'est un mécanisme d'agilité dont on dispose et qu'on utilise avec beaucoup d'efficacité au sein du Lac-Saint-Jean. Oui, vas-y, je t'en prie. J'ajouterais tout simplement qu'on a des passerelles aussi. Quelqu'un peut choisir de faire un DEP et on a des passerelles DEP-DEC. Donc, il peut faire un transfert avec des crédits de cours vers le DEC, comme on le fait du DEC vers le bac. Ce qui fait que ces parcours-là, ces passerelles-là facilitent l'accompagnement de l'étudiant là, dans son talent, dans son choix de carrière. Puis j'ajouterais, puis ça fait tout à fait lien avec ce que tu viens de dire, Josée, il faut travailler, il faut poursuivre dans cette idée, évidemment, de maillage des ordres d'enseignement. Vous savez, on a beaucoup vanté le système dual allemand. C'est une des caractéristiques de ce système-là, de permettre à quelqu'un qui est en formation professionnelle, qui veut poursuivre, d'intégrer facilement la suite de son parcours vers une formation technique, vers une formation universitaire. Donc, je pense qu'il y a des passerelles, mais il y a encore des efforts à faire pour permettre ça. Prochaine question, Laval-Gagnon. Oui, M. Tremblay. Comme vous l'avez souligné, le gouvernement a coupé depuis quelques années, là, c'est 300 quelques millions. Bon, et là, il semble que... Et ces coupures-là portaient beaucoup, pour la majorité, semble-t-il, vous me corrigez si j'ai tort, sur ce qu'on appelle les frais fixes, là, les frais donc de fonctionnement et tout ça, dans lesquels avait également été comptabilisé, c'est le nombre d'étudiants qui jouent un rôle... Et je ne sais pas, puis j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Le gouvernement réinvestit, mais il semble que c'est plus dans les activités spécifiques. Là. Les argents sont disponibles. Est-ce que, et c'est là ma question précisément, compte tenu de l'augmentation de clientèle ou le maintien des clientèles dans les régions comme la Nodière, Laurentides, Montérégie, tout ça, il y a une hausse de clientèle. C'est dans les régions périphériques. Je ne parle pas de région ressources, c'est un terme qui est un peu... horrifiant, je dirais. Alors, et dans les régions, donc, périphériques, c'est plus difficile à cause de la baisse de clientèle. Il y a une menace de décroissance par rapport aux autres régions. Est-ce que le gouvernement, d'après ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il semble qu'il il refinance en fonction des activités dites spécifiques, ce qui ne réglera pas le problème des cégeps dans la région? Comment vous voyez ça, vous? Oui. S'il y avait d'autres directeurs aussi qui voulaient...
vous mettez en lumière, en fait, que quand on parle de financement, il y a deux aspects. Hein. Il y a le niveau de financement puis il y a la répartition du financement. Le modèle de financement des cégeps, là, qu'on appelle par l'acronyme FABES, date du début des années 90 et depuis quelques années, nous, on constate qu'il crée des effets pervers avec l'évolution de la situation. Il y a entre autres ce que vous avez soulevé, le fait qu'au Québec, au-delà du fait qu'on n'a pas une grande augmentation de notre population, il y a un déplacement aussi de la population entre les régions. Et donc, le gouvernement, Dieu merci, a accepté notre demande et donc la ministre a mis sur pied un chantier pour revoir donc l'organisation du modèle de financement des cégeps. Les travaux vont bon cours. On a une belle écoute. Ça, vraiment, je vous dirais, c'est un élément de satisfaction de notre part et je pense que ça rassure l'ensemble des cégeps de savoir qu'on a le souci de regarder ces paramètres-là pour qu'ils soient le plus équitables possible, qu'ils tiennent compte justement de l'évolution de la situation. Aussi, hein, voilà, les universités, tout à fait, ont fait un exercice du même type. Alors, c'est sûr qu'il faut trouver un équilibre entre ce qui est la partie fixe, qui est associée au fonctionnement de tout établissement d'enseignement, versus la partie qui est associée au volume d'activité. Et ça fait partie, je vous dirais, là, des questions qui sont au cœur, donc, des travaux du comité. Alors, ça déjà, c'est un élément, je pense, comme je disais, qui est satisfaisant pour nous, mais il reste quand même l'enjeu de l'ensemble de l'enveloppe. Hein? C'est comment dire, la taille de la tarte est quand même aussi importante que la façon de couper les pointes, là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va ajouter. Moi, je pense que c'est clair. Oui. Prochaine question, Michel Cloutier. Je voudrais adresser une question à M. Thibault, que j'ai connu du temps qu'il était au secondaire, à la commission scolaire de la Jonquière. Écoutez, je ne connais pas le taux d'élèves, de pourcentage d'élèves qui sont à plein temps. Moi, il me semble qu'il y a beaucoup d'élèves qui fréquentent le cégep qui sont à temps partiel. Et j'imagine que ce taux de fréquentation-là doit influencer, d'une part, le plan financement et également la fréquentation comme telle au cégep. Et ça doit avoir des conséquences assez importantes, autant au plan organisationnel, d'organiser des cours pour ces élèves à temps partiel, au niveau des horaires particulièrement, et tout ça. Alors, ça m'apparaît donc, semble-t-il, un défi à gérer, à rencontrer pour les directeurs généraux. Oui. Vous m'avez adressé la question, mais on pourrait tous répondre. La réponse courte, ça serait oui. Mais encore, effectivement, c'est un problème, puis c'est une réalité que les élèves, les étudiants, la réalité d'aujourd'hui font qu'ils suivent moins de cours par semaine, donc ça complique ça complique le financement, bien entendu, ça complique l'organisation de la formation, puis ça a un impact sur la durée de la formation, l'organisation des tâches de travail et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est une nouvelle réalité qui n'était pas là auparavant, puis avec laquelle on doit composer. Peut-être, si je peux me permettre, on a les enfants de notre temps. Ouais. Ce sont des jeunes qui sont aussi des consommateurs. Ce sont des jeunes qui choisissent d'avoir une qualité de vie. Et ça, ils l'expriment. Ils l'expriment à l'égard des aides pédagogiques qu'ils rencontrent régulièrement. Donc, dans les cégeps, les cheminements dits réguliers sont hors normes. Ce qui est devenu la norme, c'est les cheminements particuliers. Donc, souvent, on retrouve davantage de cheminements normés en formation préuniversitaire, en proportion, par rapport aux techniques. Mais il n'est pas rare de voir des étudiants se présenter chez l'API, dire, moi, ben le vendredi, l'API est en l'aide pédagogique individuelle, merci, Rénal, demander, ben ce vendredi, je travaille, donc je ne veux pas de cours le vendredi. Donc, ça peut allonger son parcours une session, parfois même une année, mais c'est un choix de l'étudiant. C'est un phénomène social, hein? Parce que quand on regarde les données de l'Ontario, on constate on fait le même constat dans leurs données. Alors, j'aime bien quand tu dis que on est les jeunes de notre temps. Ouais. On doit s'adapter. Prochaine question, Adam Bourbonnière de la TN Nouvelle. Oui, en fait, M. Tremblay, vous avez parlé d'aller chercher les étudiants internationaux pour pouvoir les amener ici comme solution. Je voulais savoir, peut-être pour tous les cégeps, en fait, ce serait quoi votre plan pour pouvoir forcer les élèves internationaux à venir ici étudier au Saguenay? Question de les forcer. Vous savez, en fait, les amener ici à venir. Je badine. Mais je vous dirais, pour ça, je badinais en disant, on n'a pas besoin de les forcer parce que on a
je pense qu'au Québec, des fois, on a un petit complexe d'infériorité, hein? Puis on ne s'imagine pas comment on est attractif. Puis comment on est perçu au niveau international. Vous savez, on dit souvent, le cégep, c'est une créature unique au Québec. Bon, tout d'abord, on pourrait faire un débat là-dessus. On s'est inspiré d'un modèle, le modèle californien des community colleges. Mais je peux vous dire que quand on va à l'international, les gens nous disent, « Wow, comment se fait-il qu'on n'y a pas pensé? Puis comment se fait-il qu'on ne l'a pas fait chez nous? » Et ils apprécient ce modèle-là. Et donc, je vous invite à regarder, entre autres, une étude qui a été faite par Affaires mondiales Canada qui rappelle comment le Canada en général est attractif. Il y avait l'année dernière un article sur le site de la BBC News qui disait, qui s'intitulait « How Canada became a superpower of education », dans lequel on citait le Québec en disant le Québec en particulier. Alors, on est très attractif, mais encore faut-il que on se présente. Hein? C'est sûr que quand vous avez des pays comme la France et les États-Unis qui sont très présents sur la scène internationale pour solliciter des jeunes à venir étudier chez eux, si notre offre n'est pas assez connue, si on ne va pas rencontrer les gens, on le fait, mais ça demande des efforts. Il y a ces éléments-là. Il y a aussi des leviers, évidemment, attractifs, là, que ce soit des bourses, que ce soit des exemptions de droits de scolarité, que ce soit, par exemple, le fait que pour ce qui est de la France, on n'a évidemment pas de frais de scolarité pour les étudiants français, de par une entente historique. C'est un élément, évidemment, qui aide beaucoup au recrutement. Mais donc, je vous dirais, je pense que c'est beaucoup d'avoir une image de marque sur la scène internationale, d'avoir aussi des actions concertées, ce qu'on fait déjà, entre autres, là, à la Fédération pour l'ensemble des cégeps, d'avoir une présence au niveau international, d'avoir une lisibilité aussi de nos diplômes, parce qu'on a tous des noms de diplômes différents. Il faut qu'un étudiant international soit capable de dire, OK, ce diplôme-là, il correspond à ce diplôme-là chez nous. Donc, c'est ce type d'action-là qui va faciliter et augmenter notre recrutement, je pense. Si vous me permettez, eu égard à mon âge, est-ce qu'on a un plan? Oui, la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean a un plan. Ça fait déjà un bout de temps qu'on a un plan. On va se rappeler qu'en 2009, quand les 9 établissements scolaires de la région ont déposé le plan régional de la formation professionnelle et technique, le principal diagnostic qu'on posait, c'était qu'on n'avait pas suffisamment de jeunes sur les bancs de l'école pour répondre aux besoins de renouvellement de la main-d'œuvre. On parlait à ce moment-là de 15 000 emplois à pourvoir. Puis c'était clair que le bilan de notre côté était négatif. Alors, c'est la raison pour laquelle on s'est donné un plan de match sous l'appellation Saguenay-Lac-Saint-Jean Destination Formation. On a travaillé de concert, notamment avec l'Université du Québec à Chicoutimi, qui avait un bureau à Paris, qui ont toujours un bureau à Paris, et on a commencé à faire nos classes en 2009. Je rappelle qu'en 2012, s'est tenu à Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un colloque sur les cégeps de région, où un des constats n'a fait que confirmer le constat que nous posions en 2009. Et que ça s'appliquait davantage dans l'Est du Québec, les 4 régions de l'Est du Québec, qui étaient en décroissance démographique. En 2014, le rapport sur l'offre de formation collégiale, dit le rapport Demers, confirmait que la principale problématique auquel le Québec faisait face, c'était une problématique d'intrants. Donc, à partir du moment où on comprend que la solution n'est pas au Québec, puis pas juste pour la vitalité de nos établissements, c'est pour la vitalité de nos régions, particulièrement la nôtre. Aujourd'hui, on parle de 24 000 emplois à pourvoir. C'est clair qu'on n'a pas le nombre d'étudiants suffisant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est mis au travail en 2009 et qu'aujourd'hui, on peut dire que des étudiants internationaux, il y en a dans les 4 collèges. On ne parle pas d'une centaine d'étudiants internationaux, là. On parle de près d'1 millier d'étudiants internationaux. Chez nous, les étudiants internationaux, particulièrement qui viennent de la France, il y en a 50 % qui demandent un permis de travail post-diplôme. C'est 6 mois. C'est un message, ça. À mon point de vue, les cégeps sont rendus un peu plus loin que l'effort de recrutement. On est rendu à l'effort de rétention. Mais l'effort de rétention, il doit se faire avec la collectivité, il doit se faire avec les milieux de travail. Il faut être, pardonnez-moi l'expression, oui, agressif par rapport au recrutement, mais il faut être attrayant par rapport à la rétention. Il faut leur offrir un projet de vie.
Et là, c'est un appel. C'est un appel qu'on lance. Moi, je pense que la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est là. On est rendu là. Les cégeps sont prêts à relever le défi avec la collectivité, mais il faut, ensemble, qu'on mette l'épaule à la roue puis qu'on rende la possibilité à ces jeunes-là de faire carrière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que je vous dirais que plusieurs, notamment jeunes Français, se font dire par leurs parents, si tu as la chance de faire carrière au Québec, fais carrière au Québec, parce que l'espoir, vous le savez, en France, pour ces jeunes-là, il y en a beaucoup moins qu'ici au Québec. Puis juste compléter en 2 phrases, je pense. Je vais essayer d'arrêter. On a été cohérent avec tout ce qu'on vient d'entendre dans la région en engageant une ressource commune, les 4 cégeps ensemble, pour faire du recrutement pour l'ensemble des cégeps. Il n'y a pas beaucoup de régions qui peuvent se targuer de la même chose. Ça veut dire que c'est pas juste un discours. On est cohérent avec nos convictions, on est cohérent avec les besoins comblés, on est cohérent avec des cours, des formations qu'on a à donner avec des personnels compétents dans nos organisations. Et pour ça, pour le recrutement d'étudiants étrangers, ben, on a mis ensemble nos ressources en commun pour faire en sorte qu'on optimise ça et que ça soit le plus efficace possible. Et pour conclure, suivez-nous parce qu'on n'arrêtera pas de bouger. On est encore en train de mettre en place des moyens innovants qu'on va vous annoncer prochainement. Puis je pense aussi pour le bénéfice non seulement de nos établissements, mais pour les grands employeurs de notre région. Prochaine question, Roger Boivin. Alors, je voudrais d'abord vous souligner qu'on est un accueil chaleureux à nos 4, le directeur de la Fédération aussi, mais à nos 4 cégeps qui sont d'excellentes institutions très importantes pour chacun des milieux de la région. Alors, je suis très fier de vous avoir ici ce matin. 2, j'aurais justement voulu vous adresser chacun une question aux 4 directeurs et directrices généraux. Quel serait pour chacune de vos institutions l'enjeu majeur particulier à votre institution et l'enjeu de difficulté et le plus beau projet, la chose la plus positive que vous voyez dans les prochaines années et l'enjeu peut-être le plus difficile que vous voyez pour chacune des institutions que vous représentez ou chacun des milieux où vous êtes impliqués? Là. Premier du bord, je vais commencer. En fait, c'est difficile de limiter ça à une chose, mais nécessairement, à Jonquière, vous le savez, on a Arts et technologies des médias qui est là et c'est un débat je dirais pas quotidien, mais il devrait être quotidien pour garder l'exclusivité, pour faire en sorte qu'on ne se fasse pas vampiriser par d'autres établissements, qu'ils soient privés ou publics, avec des prétentions de pouvoir donner la même qualité que ce qu'on offre au cégep. J'ai l'air très chauvin avec ce que je dis, mais j'assume parfaitement, mes propos, dans le sens où on a des investissements importants au cégep, on a des compétences extraordinaires, de beaux cerveaux qui enseignent dans ce programme-là, et on réussit par notre programme à combler tous les besoins d'emploi au Québec. On a aussi beaucoup d'étudiants français qui viennent chez nous, mais on limite le nombre d'étudiants parce qu'il y en aurait beaucoup plus qui viendraient chez nous. Et on a d'ailleurs quelqu'un qui a été enseignant chez nous pendant de nombreuses années, Getty, qui a laissé un bel héritage. Bref, de réussir à conserver, mais c'est vrai pour ETM, mais c'est vrai pour d'autres programmes exclusifs dans la région. Mais on n'est pas une école nationale, donc c'est plus tentant d'essayer d'offrir des choses qui seraient des ersatz, des produits de moindre qualité. Probablement que le défi qu'on a au Cégep de Jonquière aussi, il est le même que, en tout cas, un des défis qu'on a en commun certainement, c'est le recrutement de clientèle. On en parlait par les étudiants étrangers, mais aussi en même temps de réussir à garder nos étudiants chez nous. Les taux de diplomation, de réussite au Cégep, ils ne sont pas ceux qu'on souhaiterait, bien entendu. C'est vrai pour le secondaire, c'est vrai aussi pour les universités. Donc, il y a certainement un défi important, mais notamment, et je le dirais d'une façon plus précise, puis je pense aussi que c'est vrai pour Jonquière, mais c'est vrai pour tous les autres cégeps, avec une clientèle qui nous arrive avec des besoins spécifiques de plus en plus grands. Je vire la phrase d'abord, avec une clientèle de plus en plus grande qui nous arrive avec des besoins spécifiques. Et ça, c'est une nouvelle réalité. Ces étudiants-là, maintenant, sont diplômés au niveau du secondaire, arrivent dans les établissements collégiaux et on doit s'adapter à leur donner des services de qualité et des services qui répondent à leurs besoins et à leurs besoins d'adapter soit les formations, soit l'accompagnement, soit pour les guider vers la réussite. Cet enjeu-là est assez costaud actuellement et pour les prochaines années. À Saint-Félicien, je dirais que ce dont on est le plus fier depuis 2000, c'est d'avoir réussi à relever un défi démographique important. En 2000, on nous annonçait qu'en 2016, on devait être 730 étudiants. On a déjà été 1230 au Cégep de Saint-Félicien.
Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est plusieurs millions. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est beaucoup de services en moins. C'est un réseau à 2 vitesses. Un collège qui n'est pas capable d'offrir tous les services, mais c'est assez facile pour une famille qui est en moyen d'être tentée d'envoyer leur enfant ailleurs. Mais couplé à ça, c'est le défi multiculturel. D'avoir fait du cégep de Saint-Félicien aujourd'hui un cégep international. Moi, j'ai fait mon cégep en 74-76, puis je voyageais dans l'Atlas. Hein. En 78, j'ai fait mon premier voyage à l'international. Aujourd'hui, il côtoie des gens de 7-8 pays au cégep de Saint-Félicien. Le défi, bien, Saint-Félicien opère un centre d'études collégiales depuis 36 ans à Chibougamau. Je le dis souvent, on est fiers des résultats qu'on a atteints en 50 ans au réseau des cégeps, en termes de diplomation, en termes d'accessibilité, mais c'est vrai au sud du 50e. Au nord du 50e, c'est une toute autre affaire. Cégep intervient depuis au-delà de 20 ans. Il a décerné au-delà de 2000 AEC à des communautés autochtones. Il y a un défi énorme, et c'est un défi non seulement pour le cégep de Saint-Félicien, c'est un défi pour le réseau. Je le dis souvent, il faut trouver le moyen de supporter le développement économique dans le respect des traditions et de la culture autochtone, et ça, on est sans aucun doute rendu là au Québec. On a un défi territorial, un défi multiculturel qui est important. Je vous le dis, on est là, on connaît la réalité autochtone et on sait qu'ils en ont besoin. Juste une seconde, j'ai oublié de dire, on dirait que je suis fier de rien. Donne-tu une minute? J'ai oublié, la recherche au cégep de Jonquière prend une grande place, et j'ai oublié de le mentionner qu'on en est très, très fiers avec 2 CCTT, 2 centres collégiaux de transfert de technologie, avec ECOB et le centre de production automatisée, le CPA, et 2 chaires de recherche avec Visage et la chaire Terre. Donc, la recherche au cégep de Jonquière prend une très grande importance et a un impact majeur sur la pédagogie, a des retombées sur nos étudiants et nos enseignants. Puis ça, c'est très important. On en est fiers. Parce que ça serait terrible, puis j'ai oublié ça. Là. Je suis quand même fier de quelque chose. Merci, José. Bon, pour le Collège d'Alma, écoutez, le Collège d'Alma, moi, je y suis depuis 1 an et demi. Donc, depuis 1 an et demi, on est en pleine transformation. La vision a été revue, la mission. Et actuellement, le Collège est dans une transformation à l'ère du numérique de façon importante sur l'ensemble de ses programmes. Donc, on fait une intégration des compétences du futur, que ce soit des programmes de musique qui deviennent des programmes de musique numérique, que ce soit à travers des programmes de sciences humaines, en philosophie, où on se questionne sur l'éthique du numérique, etc. Donc, il y a un changement profond qui est en train de se faire autant dans les contenus de programmes pour s'adapter à ce changement-là et faire en sorte qu'on va être en mesure d'accompagner les changements sociaux et les changements technologiques qui sont au sein vraiment de nos milieux et auxquels la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean est aux prises au même titre que l'ensemble du Québec, mais avec notre propre réalité. On a des programmes, je vous dirais aussi, ce dont on est fiers beaucoup, c'est techniques policières, Premières Nations. Il y a eu des interventions l'année passée où on a pu avoir, effectivement, on est le seul collège qui offre cette technique-là. Et on a réussi avec 26 étudiants autochtones à retenir 24 et en diplômer 24. Et chacune des communautés avec des promesses d'emploi à l'intérieur même des différentes réserves. Fait qu'on est bien fiers de ce volet-là. On l'a débattu fortement et les étudiants font leur place de plus en plus. Et je suis dans la même orientation que Gilles. Il faut être là pour nos gens. Et c'est sortir des sentiers battus, ces volets-là. Il faut s'adapter, mais il y a des éléments très importants. Et c'est là qu'on voit que notre rôle au niveau social dans les collèges est important. Il faut avoir la lecture de ce qui se passe. On regarde, les étudiants changent, les besoins changent, il faut s'adapter. Et c'est au cœur même de nos gestions, de notre action. Et cette proximité-là qu'on a avec le milieu, bien, c'est ce qui nous tient à cœur le plus. Fait que tout le volet sécurité et agriculture, qui sont des domaines importants pour le Collège d'Alma, on continue de plus en plus à s'y mouiller, bien entendu. Et la transformation numérique, vous allez continuer à entendre parler de nous, c'est certain. Toutes leurs réponses. Non, blague à part,
la chose dont je suis fier, parce que je vais commencer un peu avec ça, et c'est un peu l'esprit dans lequel je vais orienter les prochaines actions, parce que ça fait quand même à peine 2 mois que je suis arrivé en poste au Cégep de Chicoutimi. Tout à l'heure, Bernard évoquait la chose de son milieu. Moi, je veux que le Cégep de Chicoutimi devienne une institution au service de sa communauté et que sa communauté soit aussi au service de l'institution, en partenariat avec l'institution. Je dirais, c'est la volonté première et des actions qu'on fait déjà depuis quelque temps dans cet esprit-là, dans cette mouvance-là. Que ce soit la clinique de soins dentaires, la clinique de services en physiothérapie, BRIC, aussi nos étudiants en architecture qui offrent leurs services à la collectivité, bien, on s'en va dans cette mouvance-là. Surveillez-nous aussi. C'est un peu l'esprit d'un modèle que j'avais déjà vu en Finlande qui s'appelle School as a Service. Une école, non pas comme un lieu, mais une école comme un service. Donc, c'est un des grands défis qu'on va avoir. Puis vous comprendrez que la chose dont moi je crains le plus dans un contexte comme celui-là, c'est l'immobilisme. C'est les sables mouvants. Vous savez, là, c'est de commencer à voir, on a parlé tantôt de coupures, on a parlé de situations financières qui peuvent être parfois préoccupantes, et d'arrêter finalement de bouger dans un contexte comme ça, puis finalement se voir pris, attiré par le fond. Alors, on va bouger. Peut-être pas dans son mouvement, parce qu'on sait que quand on bouge dans son mouvement, on colle plus vite, mais assurez-vous que, regardez-nous bien aller, on va être, je dirais, une pépinière d'initiatives dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Prochaine question, Denis Villeneuve, Journal Le Quotidien. Oui, j'aurais une question, ça veut dire 2 volets, ça veut dire 2 questions. Il va y avoir entrée bientôt là, de la loi sur la légalisation du cannabis. Est-ce que pour les cégeps, ça vient changer quelque chose? Est-ce qu'il y a du travail qui a dû être fait là-dessus? J'imagine que c'est peut-être la même réglementation que pour la cigarette, je ne sais pas. Quand on parlait tantôt d'exclusivité, on parlait de programmes. Les événements de cet hiver qui sont survenus là, avec le Cégep de Chicoutimi, le Cégep de Abitibi-Témiscamingue, ça laisse l'impression au niveau de la population que vous ne vous parlez pas entre institutions. Ce dossier-là est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Un Cégep arrive puis il veut se lancer dans la formation en aéronautique. M. Tremblay, j'aimerais que vous réagissiez à ça. On dirait que c'est chaque Cégep est une tour d'ivoire. Je trouve que vous avez un jugement très dur, hein? J'ai le goût de dire, même dans les meilleures familles, il y a des fois des petits problèmes de communication, hein? Alors, j'en connais pas beaucoup, même dans des couples très unis. Alors, vous voyez, l'histoire s'est bien terminée parce que les 2 cégeps, justement, se sont parlé, ils ont parlé de collaboration. Mais il faut comprendre que, il reste que, on l'a mentionné, chaque cégep fait écho à la réalité de son territoire. Alors oui, de penser que peut-être que les choses auraient pu se dérouler différemment, tout à fait. Je ne connais pas non plus tout le cheminement du dossier du côté du cégep de l'Abitibi pour pouvoir porter un jugement, mais ultimement, comme je vous dis, je pense que c'est le résultat final, là. On a beaucoup de lieux de concertation, on a beaucoup d'endroits où les gens se parlent, mais malgré tout, il peut y avoir des initiatives, effectivement, dans un grand réseau qui génère des tensions. L'important, c'est d'avoir des mécanismes pour les régler. Et je vous dirais, dans des années aussi difficiles de compression, c'est sûr que ça a un effet aussi sur le fait que les gens cherchent des nouvelles voies, des nouvelles avenues, cherchent à répondre autrement aux besoins de leur région. Et là, il y a un danger, effectivement, puis on l'a évoqué quand on a parlé des programmes exclusifs, il y a un danger, effectivement, qu'on se retrouve sans nécessairement qu'il y ait de la mauvaise foi, à piler un petit peu sur les orteils de l'autre, là. Alors, nous, c'est pour ça aussi qu'on souhaite, depuis des années, on a évoqué le rapport de Demers qui date de 2014, qui était un écho au sommet sur l'enseignement supérieur, où ce qu'on a mis en lumière, c'est l'enjeu de l'offre de formation collégiale. Il y a un travail important qui doit être fait, qui était annoncé dans le rapport de Demers, mais qui n'a pas trouvé écho, pour être capable de se donner des règles qui fassent en sorte que le réseau se développe en harmonie et non pas qu'il y a une forme de compétition, je vous dirais par ailleurs, je pense que tout le monde l'accepte, tout le monde l'admet, mais qu'il y a quand même des mécanismes qui viennent réguler cette forme de concurrence-là, je pense que c'est important. Et ça, je suis obligé de vous dire, on attend depuis 2014, il devait y avoir un conseil des collèges et des universités, ça a été abandonné. On attend une réponse là-dessus.
Et également, pour ce qui est d'Abitibi avec le cégep de Chicoutimi, on parle plus souvent des confrontations que des partenariats qui sont efficaces. Autrement dit, ceux-là ne font pas nécessairement les nouvelles. Lorsqu'un événement comme celui-là suscite évidemment de l'intérêt, mais il y a beaucoup de partenariats qui se font entre collèges sans que nécessairement que ça fasse l'objet d'une conférence de presse ou d'un communiqué et qui sont drôlement efficaces. Puis entre nous, on en a aussi de cette nature-là. Et ça, c'est important. Et pourtant, mais ça, on ne les voit pas. Donc, c'est sûr que ce qui s'est passé récemment va susciter de l'intérêt. Mais comme Bernard le disait, on est arrivé évidemment à une collaboration qu'on espère pouvoir annoncer prochainement avec des résultats concrets, autant pour le cégep de Chicoutimi que pour le cégep d'Abitibi-Témiscamingue. On est dans un contexte un peu explosif, hein? Il y a beaucoup d'entreprises où il y a un manque de main-d'œuvre. Et moi, dans les 3 derniers mois, j'ai eu 3 représentations. Puis il y a quelque chose derrière ça qui me dit que le réseau des cégeps va devoir davantage travailler en réseau. Ce qu'on me dit, moi, je suis prêt à mettre des sous pour recruter, former de la main-d'œuvre spécialisée, mais je ne peux pas l'envoyer là-bas. Parce que telle autre compagnie, une fois diplômé, c'est lui qui va le recruter. Je veux le former ici. Mais oui, c'est peut-être possible. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers nos partenaires quand on n'a pas l'expertise, puis on essaie de trouver la meilleure façon de pouvoir répondre aux besoins du client. Mais ça, moi, je le vois, c'est une réalité qui commence à pointer et j'ai comme l'impression que ça risque de faire tache d'huile. Je vais dans le même sens qu'André. C'est vrai que les partenariats, on ne les voit pas. Au cégep de Jonquière, on est partenaire avec 15 autres cégeps au Québec dans différents projets, que ce soit ici au Québec, pour répondre à des besoins de main-d'œuvre ou pour de l'exportation de savoir à l'international. Fait que on est peut-être trop modeste là-dedans. On aurait peut-être intérêt à les faire connaître, effectivement. Ça donnerait une perspective d'ensemble plus globale et ça donnerait une meilleure vue d'ensemble. Mais puis je suis persuadé qu'il n'y a pas... C'est pas juste le cégep de Jonquière, il y a une quinzaine de partenariats, mais ils sont toujours très intéressants et très pointus et dans la très grande majorité, pour ne pas dire la totalité des cas, pour répondre à des besoins de main-d'œuvre. Puis c'est pour ça l'expertise n'est pas toujours chez nous. On ne peut pas, même si la carte des programmes au Saguenay-Lac-Saint-Jean est drôlement intéressante. Quand on fait la combinaison de l'ensemble de nos programmes ici en région, là, on n'a pas de quoi être gêné. On a de quoi être très fiers. Les partenariats sont vrais dans les DEC, mais dans les attestations d'études collégiales, si on prend juste agent de la faune qu'on donne à Alma, on le fait en collaboration. Il y a des heures qui sont données au cégep de Saint-Félicien, il y a des heures qui sont données au cégep de Bécomo. Puis, il y a un porteur de programme et c'est la bonne expertise pour le bon. Donc, il y a beaucoup de partenariats. Oui. On aurait pu aussi parler du développement des AEC qui se fait de façon concertée par l'ensemble du réseau. Alors, il y a effectivement, je pense qu'il faut le dire, il y a beaucoup d'exemples de concertation. Sur l'autre volet de votre question, le cannabis, à moins qu'il y ait d'autres volontaires comme moi pour répondre, je vous dirais, d'abord, on attend évidemment de connaître oui, mais en fait, d'avoir que la loi soit adoptée pour être en mesure de bien cerner nos obligations. Mais en même temps, je pense que nous, on a témoigné en commission parlementaire que le réseau collégial, évidemment, n'était pas en panique, hein, parce que la réalité, c'est qu'on contrôle déjà la cigarette et qu'il y a beaucoup de ces mesures-là qui vont s'appliquer, évidemment, au cannabis, c'est évident. On sait que le cannabis, c'est quand même un produit d'une autre nature que la cigarette, mais malgré tout, il y a déjà une base de réglementation. Nous, puis ça reflète encore une fois nos façons de travailler. Il y a déjà un comité qui est à l'œuvre. Il y a déjà du travail qui se fait au sein de la Fédération avec des groupes visés par ces enjeux-là, que ce soit les gens des études, des affaires étudiantes, des directions générales, pour être capable d'épauler le réseau au moment où le projet de loi donc sera rendu public et qu'on puisse donc ne pas refaire à 48, séparément 48 fois, une réflexion qui peut se faire collectivement. Mais ultimement, je pense que ce qui va être assez déterminant pour nous, c'est l'enjeu, ou ce qui est caractéristique, je dirais, des cégeps, c'est l'enjeu qu'on a une population étudiante qui est mineure et une population étudiante qui est majeure. Et donc, évidemment, la légalisation étant établie à 18 ans, nous, notre souci, puis les échos qu'on a, c'est que ça va dans ce sens-là, c'est que le projet de loi ne permette pas la possession de cannabis dans les établissements collégiaux parce qu'on ne peut pas commencer à se promener dans les corridors et dire, toi, tu as 17 ans, tu peux pas, puis toi, tu as 19 ans, tu peux. Alors, il y a une question de cohérence institutionnelle qui est particulière, qu'on ne retrouve pas, par exemple, à l'université ou au niveau secondaire, là, mais qui est particulière au cégep. Prochaine question, Caroline Labrie.
J'aurais aimé savoir, je sais que on est en pleine période d'inscription, même c'est terminé là, pour ce qui est du premier tour, si je ne me trompe pas. Avez-vous un premier portrait chez vous, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a justement une grande baisse encore d'inscription comparativement aux autres années ou est-ce que pour l'instant c'est bien? Nous, du côté d'Alma, au premier tour, c'est notre plus gros nombre depuis 4-5 ans. Donc, c'était en septembre notre première augmentation de clientèle depuis aussi 2-3 ans. Donc, on est sur une bonne pente, je vous dirais, d'amélioration et d'attraction. Nonobstant ce que je soulignais tantôt pour soins infirmiers, au Cégep de Saint-Félicien, le premier tour est excellent. Je peux même vous annoncer que depuis 2009, on n'a pas démarré le programme de technologie de la transformation des produits forestiers. Il démarrera à l'automne prochain avec une cohorte d'au moins 15 étudiants, dont 9 étudiants français, 6 étudiants québécois. Les résultats du premier tour chez nous font état de 20 % d'étudiants internationaux en termes d'offres d'admission. À Jonquière, ça devrait ressembler à cette année. C'est plutôt le même nombre d'étudiants qu'on devrait avoir, mais avec une augmentation d'étudiants étrangers, notamment des Français. La situation ressemble un peu à celle de Jonquière aussi. Pour nous, sensible maintien, peut-être une légère croissance, puis une augmentation, c'est des étudiants français. M. Tremblay, ailleurs au Québec, est-ce que le portrait est quand même similaire? Est-ce que c'est difficile de vous donner un portrait à ce stade-ci parce qu'effectivement, il y a plusieurs tours d'admission. Alors, on n'a pas de données, récentes là, qui nous permettraient de confirmer un portrait provincial à ce stade-ci, malheureusement. Mais est-ce que ça va bien quand même? On parle en fait beaucoup de stabilité, mais évidemment avec des régions plus en croissance, d'autres régions où il y a une stagnation, où il y a une diminution. Mais on l'a souligné, c'est qu'au-delà du nombre d'étudiants, il y a dans le jargon ce qu'on appelle, sans prendre le terme spécialisé, il y a le nombre de cours que prennent chacun de ces étudiants-là. Donc, il y a aussi un enjeu derrière le nombre d'étudiants. À partir du moment où il y a moins de cours et que le financement est basé sur le nombre de cours, il y a aussi un enjeu qui est en lien au-delà de la population étudiante qu'on a dans nos cégeps. Il y a un enjeu de financement. Alors, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec les porte-paroles du sommet du G7. Donc, on va recevoir justement un porte-parole du sommet et aussi de la GRC. Donc, on va pouvoir parler de ce sujet-là. Alors, merci et bonne journée. Merci.